Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de bilan d'énergie et on va comparer les intérêts, les avantages, les inconvénients d'utiliser le premier principe ou le théorème de l'énergie cinétique pour faire un bilan d'énergie sur des fluides en écoulement. On va calculer la puissance qu'il faut fournir à une pompe pour augmenter la pression du fluide qui la traverse et pour élever le liquide d'une certaine hauteur H. Mais avant de se lancer là-dedans, je voudrais te recommander la chaîne de chimie de Raphaël Blaro. Voilà, c'est un collègue à moi avec qui j'ai sympathisé et qui fait une chaîne de chimie qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle Blablaro au labo. Tu vas y trouver des cours, tu vas y trouver des descriptions d'expériences. Voilà, il passe un temps assez considérable à faire ses montages. Je suis vraiment très impressionné par son travail. Ça peut vraiment te rendre service. Donc ça s'appelle Blablaro au labo. Il y a même un site internet, tu peux trouver des quiz et des exercices corrigés. C'est un travail vraiment super. Alors, on va maintenant parler donc de bilan d'énergie sur les fluides en régime permanent. Donc on a une pompe qui prend du fluide à une vitesse V1, section d'entrée S1, pression P1 et qui va l'élever d'une hauteur H en augmentant sa pression pour devenir P2, une section de sortie S2 et une vitesse d'éjection S2. Le but pour nous, c'est de calculer la puissance mécanique qu'il faut que la pompe exerce sur le fluide pour donc fournir l'énergie nécessaire à cette augmentation d'altitude et à cette compression. Alors pour ça, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux utiliser le premier principe de la thermodynamique. J'ai fait une vidéo qui s'appelle la formule bazooka en thermo. Alors je ne vais pas dans ce contexte-là faire toute la démonstration complète de l'application du premier principe de la thermodynamique. Simplement pour te dire qu'il faut appliquer le premier principe à un système fermé. Et ce principe, donc, ce système, ça va être l'union de la surface de contrôle délimitée par le corps de pompe. Donc cette masse, on va rajouter donc la masse dm1 qui va entrer dans la pompe donc pendant l'intervalle de temps dt. Donc on va appliquer le premier principe de la thermo entre t et t plus dt. Donc à l'instant t, le système fermé qu'on va considérer, on lui met une petite étoile, c'est le système ouvert, donc échange de matière à l'entrée, à la sortie avec la masse dm1 et à l'instant t plus dt. Ce même système, donc ce même corps de pompe, on va lui rajouter la masse dm2 qui est donc sortie de la surface de contrôle. Voilà, parce que le premier principe ne peut s'appliquer qu'à un système fermé que l'on suit dans son mouvement. Et donc quand on fait ça, on aboutit à ce que j'ai appelé la formule bazooka. Donc la formule bazooka, c'est le premier principe de la thermodynamique appliqué à un fluide en écoulement. Et dans un certain nombre d'exercices, je t'encourage à savoir refaire la démonstration, mais également à savoir l'appliquer directement. Donc la variation de l'enthalpie massique plus l'énergie cinétique massique plus l'énergie potentielle massique ici de pesanteur avec Z orienté vers le haut. Alors on va prendre la version puissance, je vais tout multiplier par le débit massique pour que tout ça soit homogène à une puissance. Ça, ce sont des énergies massiques. C'est la puissance thermique algébriquement reçue par le fluide plus donc la puissance mécanique nécessaire à la compression de ce fluide. Donc si on fait cette application du premier principe de la thermodynamique, on va faire l'hypothèse que la compression est adiabatique et donc on aura cette relation qui va relier la puissance mécanique aux caractéristiques du fluide en entrée et en sortie. Alors pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin volontairement, mais je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Je vais te montrer comment on peut faire un bilan d'énergie cinétique. Et quand on aura fini le bilan d'énergie cinétique, on verra quelles sont les hypothèses thermodynamiques qui ont été faites. Et c'est en ça que c'est intéressant de comparer une approche mécanique, théorème de l'énergie cinétique, et une approche thermodynamique, premier principe de la thermo, pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients comparés, et aussi les hypothèses qui sont cachées dans l'approche mécanique, sachant qu'une approche mécanique est toujours plus restreinte qu'une approche thermodynamique, parce que la thermodynamique, elle englobe la mécanique en introduisant la notion, par exemple, de transfert thermique. Alors, ça c'était pour l'instant, on s'arrête là, mais évidemment, on va aller plus loin tout à l'heure.
l'application donc du premier principe à notre système fermé entre T et T plus dt. On va faire maintenant un bilan d'énergie cinétique que je vais beaucoup plus détailler. C'est plus le cœur de cette vidéo avant de comparer les deux approches. Donc, retrouvons ce même résultat par le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique ne s'applique lui aussi qu'à un système fermé, comme tous ces théorèmes de la mécanique que l'on applique donc, dans un contexte de mécanique des fluides. Donc la variation par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un système fermé, donc on met une petite étoile pour être un peu insistant, c'est la puissance des forces extérieures et plus la puissance des forces intérieures sur le système fermé. On va prendre le même système fermé que ce qu'on a pris pour le premier principe. Alors, quelle est la différence fondamentale entre une approche thermodynamique et une approche théorème de l'énergie cinétique? Moi, j'en vois deux principales. La première, c'est que dans une approche mécanique, il n'y a pas possibilité d'introduire de transfert thermique, donc de puissance associée aux échanges de chaleur, donc qui ne peuvent pas se calculer par un travail d'une force macroscopique. Donc forcément, dans cette approche, on est quelque part un peu obligé de travailler de façon adiabatique, c'est-à-dire avec un transfert de chaleur nul, avec un transfert thermique nul. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième grande différence, c'est au niveau des puissances mécaniques. Dans le premier principe, donc ici, tu fais intervenir, ça c'est la puissance utile, donc des pièces mobiles. La puissance des forces de pression est rentrée dans le premier principe pour fabriquer l'enthalpie. Donc en gros, dans l'application du premier principe ici, on a tenu compte des travaux des forces de pression pour définir l'enthalpie et de la puissance mécanique, mais tout ça, ce sont des forces extérieures au système. Donc la grande différence, le premier principe ne fait intervenir que des travaux ou des puissances des forces extérieures au système, alors que le théorème de l'énergie cinétique peut éventuellement faire intervenir des travaux des forces intérieures. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, par exemple ici, c'est que ça complique un petit peu l'exercice. Il va falloir justifier pourquoi la puissance des forces intérieures ici est nulle et il n'y aura que les travaux et les puissances des forces extérieures. D'un autre côté, le théorème de l'énergie cinétique peut être utile si justement tu veux avoir accès, et je pense qu'il faudra que je fasse d'autres vidéos là-dessus, aux puissances des forces intérieures, en particulier aux puissances des forces intérieures de viscosité. Dans la vidéo sur le masse carré, j'ai déjà fait un bilan d'énergie cinétique dans lequel justement on calcule la puissance des forces intérieures dissipée par la viscosité. Donc c'est typiquement dans ce contexte-là que ce théorème est indispensable, que le premier principe ne te donnera pas accès à la puissance des forces intérieures de viscosité. Donc on voit là qu'il y a des avantages, des difficultés dans les deux approches. Alors, la puissance, parlons justement de la puissance des forces intérieures. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas général? On pourrait décomposer cette puissance des forces intérieures en deux contributions. La puissance intérieure des forces de pression et la puissance intérieure des forces de viscosité. Regardons dans quel cas, respectivement, donc cette puissance peut être nulle ou non nulle. La puissance intérieure des forces de pression sera nulle lorsque le fluide ou l'écoulement est incompressible. C'est-à-dire que chaque particule de fluide garde son propre volume, sa propre masse volumique. À ce moment-là, on comprend bien qu'il n'y a pas de travaux des forces intérieures des forces de pression. La molécule peut se déformer, mais les travaux des forces, les forces de pression intérieures ne travaillent pas, puisque chaque particule garde son propre volume. Donc quand l'écoulement est incompressible, à ce moment-là, cette pression des forces intérieures est nulle. Si le fluide est parfait, on néglige sa viscosité. Donc à ce moment-là, on pourra considérer que la puissance des forces intérieures de viscosité est nulle dans le cas d'un fluide parfait. Si on tient compte de la viscosité, eh bien à ce moment-là, on ne pourra pas négliger cette puissance des forces intérieures de viscosité. C'est d'ailleurs un moyen intéressant de le calculer. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Pourquoi pas pour l'écoulement de couette plan. On y reviendra. Donc ici,
on a de l'eau dont on veut élever le niveau et la pression. Donc on va considérer que l'eau c'est un fluide incompressible, donc a fortiori en écoulement incompressible, et c'est un fluide parfait. Donc la puissance des forces intérieures est nulle. Donc ça, à chaque fois que ça se produira, voilà, ce terme est nul. Donc on voit toute la difficulté de l'introduire puisqu'il faut justifier qu'il est nul. Tout à l'heure dans l'approche thermodynamique, on verra plus particulièrement ce que ça veut dire encore plus finement au niveau des hypothèses thermodynamiques, en particulier de considérer qu'il est parfait. Donc du coup, il ne nous reste plus que la pression des forces, la puissance des forces extérieures. Donc il y aura la puissance des forces extérieures de pression, qui est non conservative. Et puis il y aura aussi la puissance du poids, donc qui est une force extérieure au système. Donc on va pouvoir la relier à l'énergie potentielle, évidemment, du poids. Donc voilà notre bilan d'énergie cinétique. Alors pour calculer cette dérivée, évidemment, ce qu'on va faire comme dans tous les bilans, on va soustraire l'énergie cinétique du système fermé à l'instant t plus dt, moins celle à l'instant t. C'est comme ça qu'on va calculer cette dérivée. Donc on va se poser la question, quelle est l'énergie cinétique du système à l'instant t? Et comme d'habitude, on va séparer ça en l'énergie cinétique du fluide contenu dans le volume de contrôle, sigma, donc du système ouvert, et on va rajouter donc l'énergie cinétique de la masse qui va rentrer pendant l'intervalle de temps dt. Et on fait donc la même chose à l'instant t plus dt. Donc c'est l'énergie cinétique du fluide contenu dans le volume de contrôle, sigma, plus l'énergie cinétique de la masse qui est sortie. Et par stationnarité, parce qu'on travaille toujours en régime permanent, quand on va, alors là je les barre, mais c'est quand on fait la soustraction, mais ces deux énergies cinétiques du volume de contrôle sont égales. Donc ça c'est parce que l'écoulement est stationnaire. Et également, on a conservation du débit massique. Donc, on a dm égale dm1 égale à dm2. Donc, voilà pour la variation d'énergie cinétique. Ça va être quelque chose d'assez simple. Le travail, la puissance des forces de pression. Alors, si on calcule le travail élémentaire des forces de pression, on voit que ici, le déplacement est collinaire à la force de pression. Donc, la force de pression, c'est P1 S1, pendant dt, on avance de V1 dt. Et donc à la sortie, au contraire, c'est un travail résistant parce que les forces de pression sont toujours dirigées vers l'intérieur du système. Donc moins P2 S2 V2 dt. Et donc, on va faire apparaître le petit volume d'étau occupé par la masse dm1. Donc on peut dire que ça fait P1 fois d'étau 1 moins P2 fois d'étau 2, ce petit volume, puisque S1 V1 dt, c'est le volume de ce petit cylindre droit, base fois hauteur. Et donc on peut aussi dire que c'est P1 sur ρ fois dm1 moins P2 sur ρ fois dm2, puisque 1 sur ρ, c'est le volume massique. Donc on a multiplié le volume massique. La masse volumique, c'est l'inverse du volume massique. Ça, c'est une petite astuce très très utile dans ce contexte-là. Et donc, on a multiplié d'étau 1, c'est le volume massique, donc 1 sur ρ, fois la masse considérée. Et bien sûr, j'utilise le fait que le fluide est incompressible, donc c'est la même masse volumique. Donc, alors, si on recolle les morceaux, on aura donc la variation d'énergie cinétique, donc 1/2 de dm sur dt, donc là on retrouve le débit, V2 moins V1 carré est égal à, donc là aussi au débit massique dm, facteur donc de, même dm sur ρ, facteur de P1 moins P2, donc ça c'est les travaux des forces de pression. Et puis reste donc à calculer la puissance du poids. Donc la puissance du poids, eh bien c'est donc le travail élémentaire du poids sur le temps, par unité de temps. Et donc on peut relier ça aussi à la variation d'énergie cinétique, d'énergie potentielle associée au poids.
Et donc, on peut faire un travail sur l'énergie potentielle tout à fait analogue à celui sur l'énergie cinétique, donc en remplaçant EC par EP. Et l'énergie cinétique, l'énergie potentielle massique, c'est donc GZ, donc on aura DM1, GZ1, DM2, GZ2. Donc là, bon voilà, je vais un petit peu rapidement, mais ça, donc ça va nous donner moins DMG facteur 2. Donc Z2 moins Z1, c'est-à-dire petit h, la dénivellation. Et puis évidemment, alors il ne faut pas oublier ce qu'on cherche, la puissance mécanique fournie par la pompe, donc évidemment, puisque c'est l'inconnu de notre équation, et voilà, elle agit sur le fluide, elle ne fait pas partie du système. Donc voilà l'équation à laquelle on aboutit par un théorème de l'énergie cinétique, en ayant bien pris soin de justifier pourquoi la puissance des forces intérieures est nulle. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comparer cette approche de théorème de l'énergie cinétique avec l'approche premier principe de la thermodynamique. Parce que quand on regarde un petit peu les équations comme ça, on n'a pas forcément l'impression que c'est la même chose, mais c'est la même chose. Alors, ça c'est le théorème de l'énergie cinétique. Et ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. Alors, est-ce que c'est la même chose? Bon là, on reconnaît la variation d'énergie cinétique. Au signe près, donc en faisant passer de l'autre côté du signe égal, on a bien la variation d'altitude. Ce qui nous pose problème, c'est le delta H. Alors, le delta H qui visiblement s'identifie dans l'approche mécanique à dm sur ρ, P1 moins P2. Alors, d'où ça vient? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes en mécanique à l'écoulement du fluide? Eh bien, on connaît cette identité thermodynamique. dH est égal à TdS plus V, alors le volume massique, dP. Ce n'est pas la vitesse, là donc je vais mettre dP sur ρ, puisqu'on a vu que le volume massique, c'est l'inverse de la masse volumique. Alors, dans quelle mesure est-ce que dm, le débit massique fois delta H, nous donne dm sur ρ P2 moins P1 quand je le passe de l'autre côté du signe égal? Eh bien, dans quelle mesure est-ce que ça c'est vrai? Eh bien, on le voit dans l'identité thermodynamique, en intégrant dH, donc avec une masse volumique constante, eh bien, il faudrait que on soit avec un écoulement isentropique. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça nous montre finalement que l'hypothèse de fluide parfait qu'on a fait revient à supposer que l'écoulement est adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique. Et à ce moment-là, en intégrant, eh bien, effectivement, on trouve que le débit fois la variation d'enthalpie massique, ça donne dm sur ρ delta P. Voilà, donc ça, c'est également intéressant. Donc on voit, en conclusion, un petit peu les avantages comparés de l'approche thermodynamique et de l'approche mécanique, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. Dans ce contexte-là, moi je pense qu'il vaut mieux utiliser le premier principe de la thermodynamique, puisque ça ne fait pas intervenir la puissance des forces intérieures, qui d'ailleurs est nulle comme on l'a vu, donc c'est plutôt plus simple. Donc voilà, à moins qu'on te demande de calculer explicitement une puissance intérieure des forces de viscosité, et qu'on te dise explicitement que le fluide est considéré comme visqueux, eh bien, dans tous les bilans d'énergie, moi je t'encourage plutôt à utiliser une approche thermodynamique qui sera plus simple et plus générale, qui te permettra éventuellement aussi de faire intervenir des puissances de transfert thermique dans les bilans. C'est pour ça que dans tout ce qui est machine thermique à écoulement de fluide, on utilise préférentiellement le premier principe de la thermodynamique. Le théorème de l'énergie cinétique, réserve-le donc aux situations pour lesquelles on te demande explicitement de calculer une puissance intérieure dissipée en particulier par les forces de viscosité, ce que je ne manquerai pas de faire dans une prochaine vidéo. À bientôt.